Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Anis, le fondateur de Réussir le GMAT, une des plus grandes prépas GMAT en francophonie. Dans cette vidéo, nous allons faire une brève introduction au GMAT. Nous allons aborder les points suivants. C'est quoi le GMAT? La structure du test, les différentes épreuves avec des exemples, comprendre le score du GMAT, combien de temps il faut pour préparer le GMAT, les erreurs que la plupart des gens font en préparant le GMAT, comment bien se préparer au GMAT et comment le réussir. Finalement, à la fin de cette vidéo, je vais vous inviter à une séance gratuite avec moi pour faire connaissance, tester votre niveau et discuter de votre projet. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter brièvement notre prépa. Nous sommes Réussir le GMAT, la seule prépa spécialisée dans le GMAT en francophonie. Nous nous concentrons uniquement sur le GMAT et tous nos professeurs ont réussi le GMAT avec les meilleurs scores dans les parties qu'ils enseignent. Ils enseignent le GMAT depuis au moins 5 ans et peuvent donc offrir à nos élèves le maximum de valeur. Nous faisons des cours particuliers one-to-one, jamais de cours en groupe. En plus des cours individuels, nos élèves ont accès à notre plateforme de cours préenregistrée GMAT Mastery qui comprend plus de 60 heures de vidéos de cours et d'exercices. Cette formation comprend des stratégies spécialement conçues pour aider nos élèves à résoudre toutes les questions qui peuvent être posées dans le GMAT facilement et rapidement. Depuis 2014, nous avons déjà aidé plus de 3000 élèves et avons réussi à les placer dans les meilleures écoles de commerce dans le monde. Chaque année, nous avons beaucoup d'admissions dans les meilleurs programmes Masters in Management, Masters in Finance, dans les meilleures écoles telles que HEC Paris, ESSEC, INSEAD, LBS, LSI, ESCP, Columbia, NYU, St. Gallen et Bocconi, et des MBA tels que INSEAD, Yale, MIT, Columbia, Cornell, HEC Paris, Chicago Booth, Harvard et LBS. Je vous invite à visionner les vidéos de témoignages et les interviews sur notre chaîne YouTube Réussir le GMAT ou les témoignages écrits sur Google ou LinkedIn. Alors, c'est quoi le GMAT? Le GMAT, Graduate Management Admission Test, est un test standardisé en anglais destiné à mesurer les compétences considérées comme importantes pour l'étude du management. Le GMAT a été créé en 1953 par le GMAC, Graduate Management Admission Council, et est accepté dans plus de 7000 programmes et plus de 2300 écoles dans le monde. Il est considéré comme un élément clé pour les écoles dans l'évaluation des candidats à leur programme. Parlons maintenant de la structure du test. Alors le GMAT est composé de 4 parties indépendantes. Tout d'abord la partie quantitative ou la partie maths, 31 questions en 62 minutes. Dans cette partie, il y a 2 types de questions. Le premier, c'est résolution de problèmes ou problem solving. C'est des problèmes de mathématiques classiques avec 5 choix multiples pour chaque question. Le deuxième type de question, c'est suffisance de données, data sufficiency. Dans ce type de question, il faut déterminer s'il y a suffisamment de données pour que le problème soit résolu. La deuxième partie du GMAT, c'est la partie verbale. On a 36 questions en 65 minutes. Dans cette partie, il y a 3 types de questions. Tout d'abord, correction de phrase ou sentence correction. Il faut avoir une maîtrise de la grammaire anglaise pour pouvoir trouver les erreurs et les corriger. Puis ensuite, raisonnement critique ou critical reasoning. Dans cette partie, il faut évaluer des arguments. Ensuite, on a la partie compréhension écrite ou reading comprehension. Il faut lire un texte, le comprendre et savoir répondre aux questions. La troisième partie du GMAT est Analytical Writing Assessment. C'est une question en 30 minutes. Il faut analyser les raisons qui se cachent derrière un argument et en écrire une critique constructive en pensant également aux contre-exemples qui pourraient être soulevés. La dernière partie du GMAT est Integrated Reasoning. On a 12 questions en 30 minutes. Dans cette partie, il faut analyser des informations présentées sous plusieurs formats et provenant de différentes sources. Un exemple de question problem solving. Donc, il nous dit là si x est égal à y plus 4 et x est égal à 20 moins y, il nous demande de calculer x au carré moins y au carré. D'accord? Donc là, on voit clairement qu'on a un système 2 équations à 2 inconnues. Donc x est égal à y plus 4 et x est égal à 20 moins y. D'accord? Donc ça, c'est un système 2 équations à 2 inconnues. Donc c'est le même x, donc on peut les égaliser, on peut remplacer le premier x dans le deuxième, donc ce qui nous donne y plus 4 est égal à 20 moins y, d'accord? Donc là, c'est une équation à une seule inconnue,
Donc je vais mettre les connus à part, les inconnus à part. Donc je vais bouger le moins y qui est là de ce côté-là. Donc ça devient plus y. Donc ça va faire y plus y. Parce que j'ai pris le moins y qui est là, je l'ai mis de l'autre côté. Et quand je mets quelque chose de l'autre côté, je change de signe. Donc ça devient, au lieu de moins y, ça devient plus y. Est égal à 20. Et là, le plus 4, je le prends de l'autre côté. Ça devient moins 4. Donc ça fait moins 4. Donc là, y plus y, ça fait 2y. Et 20 moins 4, ça fait 16. C'est très bien. Et puis ensuite, y est égal à 16 sur 2. Donc 16 sur 2, ça fait 8. D'accord? Donc j'ai calculé y. Maintenant, je calcule x. Comment je calcule x? C'est je remplace la valeur de y dans une des deux équations. Donc je vais choisir la première. Donc je vais remplacer ici y par 8. Donc ça devient x est égal à 8 plus 4. Donc ça fait 12. D'accord? Donc là, si je vais récapituler, j'ai x égale à 12 et y égale à 8. Et le but c'est de calculer x2 moins y2. D'accord? Donc, je vais effacer x égale 12 et y égale à 8. D'accord? X est égal à 12 et y est égal à 8. Donc, x2 moins y2. Alors, je peux remplacer le x par 12 et faire 12 au carré, puis ensuite faire moins 8 au carré. Et je peux aussi faire autrement. Utiliser les identités remarquables. Par exemple, x2 moins y2, c'est égal à x moins y facteur de x plus y. D'accord? Donc, si j'applique ça ici, donc ça fait 12 au carré moins 8 au carré, est égal à 12 moins 8 facteur de 12 plus 8. D'accord? Et là, ça fait 12 moins 8, ça fait 4. 12 plus 8, ça fait 20. Donc ça fait 4 fois 20, ça fait 80. Et donc, c'est la réponse B. Et j'aurais pu faire, sans l'identité remarquable, j'aurais pu faire 12 au carré moins 8 au carré directement. Je sais que 12 au carré, ça fait 144. Moins 8 au carré, ça fait 64. Donc si je fais le calcul, j'obtiens 80. Donc c'est la réponse B. Donc là, on va voir un exemple de question de la partie Data Sufficiency. Donc si 5x plus 10y égale 65, what is the value of x? Donc il nous pose la question, c'est quoi la valeur de x? Et il nous donne deux statements, 1 and 2, ok? Et je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc là, on a 5 choix. Donc si le statement 1 est suffisant et le statement 2 n'est pas suffisant pour répondre à la question, donc là la question c'est what is the value of x? Donc si le 1 est suffisant et le B n'est pas suffisant, on répond A. Si le 2 est suffisant pour répondre à la question et le 1 n'est pas suffisant, on répond B. Si les deux statements sont suffisants, mais neither statements alone is sufficient, donc si le premier n'est pas suffisant, si le deuxième n'est pas suffisant, et si les deux ensemble, quand je les mélange, sont suffisants pour répondre à la question, là je réponds C. Si chacun de ces statements est suffisant, je réponds D. Et si aucun de ces statements est suffisant, je réponds E. D'accord? Donc je vais examiner cette question. Donc il me dit que j'ai 5x plus 10y égale à 65. Donc là je peux simplifier cette équation en divisant le tout par 5. Donc ça fait x plus 2y est égal à 65 divisé par 5, c'est 13. Donc j'ai x plus 2y égale 13. Il me demande c'est quoi la valeur de x. D'accord? Donc je vais effacer un peu pour voir. Donc là, j'ai x plus 2y égale 13. Et puis après, je vais examiner le premier statement. Il me dit que x plus
y égale à 8. Donc, x est égal à 8 moins y. Je peux remplacer ici, dans la première, x égale à 8 moins y. Donc, ça va donner 8 moins y plus 2y égale à 13. Donc, moins y plus 2y, ça fait y. Est égal, je prends le 8 de l'autre côté, ça fait 13 moins 8, parce que là j'ai 8. Et si je prends de l'autre côté, j'inverse le signe, donc ça devient moins 8. Donc 13 moins 8, ça fait 5. Donc y égale 5. Et je peux mettre directement les y ici égale à 5 et je peux calculer x. Donc avec le premier statement, je peux calculer la valeur de x. Là, je l'ai calculé. Ça fait x égale à 3, parce que 8 moins 5, ça fait 3. Donc la première est clairement suffisante. D'accord? Donc je vais examiner la deuxième. Le deuxième statement, il me dit que y au carré égale à 25. Donc je vais voir. Donc là j'ai x plus 2y égale à 13. Ça c'est ce qu'il m'a donné. D'accord? Et là j'ai y2 égale à 25. Donc si j'ai y2 égale à 25, ça fait y égale à 5 ou y égale à moins 5. Donc j'ai deux valeurs de y en fait. Donc je vais prendre la première valeur, y égale 5, et la mettre ici, dans l'équation de base. Donc ça fait x plus 2 fois 5 égale à 13. Donc ça fait x égale à 13. 2 fois 5, ça fait 10. Je le prends de l'autre côté, ça fait moins 10. D'accord? Donc x égale à 3. Donc ça, j'ai trouvé la valeur de x qui est égale à 3. Et là, si je remplace le y par moins 5, ça va faire x moins 10 égale à 13. Donc ça va faire x égale à 10 plus 13, parce que je prends le moins 10 de l'autre côté, ça devient plus 10. Donc ça fait 13 plus 10, ça fait 23. Ça fait 23. Donc là, j'ai deux valeurs de x. X égale à 23 et x égale à 3. Donc, est-ce que je peux savoir la valeur de x en utilisant seulement le statement 2? Non, pas du tout, parce que j'ai deux réponses différentes, le 23 et le 3. Et du coup, je ne peux pas savoir c'est quoi la valeur de x. Il faut que je trouve une seule valeur, quoi. D'accord? Et là, j'ai deux valeurs différentes. Donc, le statement B n'est pas suffisant. Donc là, j'ai le premier qui est suffisant, le deuxième n'est pas suffisant. Donc, la réponse, c'est clairement A. Donc là, on va voir la partie sentence correction, correction des phrases. Donc là, j'ai une phrase, une partie de la phrase est surlignée. Cette partie de la phrase qui est surlignée, elle peut être correcte et elle peut ne pas être correcte, grammaticalement. Donc si elle est correcte, vous répondez A, parce que ça reprend la même chose. Et si elle n'est pas correcte, il faut choisir entre B, C, D ou E, selon laquelle vous pensez qu'elle est correcte. D'accord? Donc on va lire la phrase ensemble. Donc cost cutting and restructuring has allowed the manufacturing company to lower its projected losses for the second quarter, and they are forecasting a profit before the end of the year. OK? Donc, je remarque tout de suite que j'ai cost cutting and restructuring. Donc là, j'ai deux choses. Cost cutting and restructuring. Et puis après, j'ai has, qui est au singulier. Donc, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que j'ai pluriel. Et puis après, j'ai ensuite has. Ça ne va pas. Il faut que ce soit have. Parce que là, c'est pluriel. Il faut que ça soit suivi par le have. Donc là, c'est clairement, je peux éliminer la A et la B, quoi. D'accord? Donc il me reste C, D ou E. D'accord? Donc si je lis la C, c'est have allowed that the manufacturing company can lower the projected losses for the second quarter and to forecast. Voilà. Je vois qu'il n'y a pas de parallélisme en fait. Can lower, puis après and to forecast. D'accord? Donc je vais voir un peu la D. Have allowed the manufacturing company to lower its projected second quarter losses and to forecast. Donc to lower and to forecast. Donc là il y a un parallélisme. On va voir la E. Have allowed for the manufacturing company to lower the projected losses. To lower the projected losses.
as well as forecasting. Donc, c'est pas parallèle, quoi. Donc, je peux éliminer la C et la E. La D, voilà, il y a le have ici, c'est pluriel. Et puis après, il y a du parallélisme, to lower and to forecast. Et c'est pour ça que c'est la réponse D. Donc là, on va voir un exemple de la partie critical reasoning. Donc, on va lire l'énoncé. Countries whose economies depend on exporting their raw agricultural produce are often at a distinct disadvantage. Since the produce is unprocessed, there is no effective difference between the wheat, for example, grown in one country and the wheat grown in another. This results in fierce competition among countries to sell their undifferentiated commodities. Which of the following can be properly inferred from the passage? Donc, avant de lire les réponses, je vais analyser un peu ce passage. Donc là, il est en train de dire que si on a des produits qui ne sont pas différenciés et qui existent dans beaucoup de pays, on aura du mal à faire la compétition parce que comme beaucoup de pays font le même produit, ça va être dur de se différencier et du coup, ça va être difficile d'un point de vue économie. Donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt faire du processing et donc améliorer ce produit-là, ajouter de la valeur pour qu'il soit différencié des autres produits et comme ça, on peut le vendre à un prix plus cher et ça va être beaucoup mieux pour l'économie. D'accord? Donc ça, c'est en gros ce qu'il est en train de dire dans ce passage. Je vais lire un peu les réponses pour voir ce que ça donne. It is in all countries' interest to forego exporting agricultural produce. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire qu'il faut pas trop se focaliser sur le raw agricultural produce, mais pas de laisser tomber le agricultural produce. Donc ça, c'est pas du tout la bonne réponse. Donc je vais lire la B. Dans la B, il parle de industrialized countries. Il faut qu'ils grow less reliant on agricultural imports. Some countries will export more their produce to these less industrialized countries. Donc là, on n'est pas en train de vraiment comparer les pays industrialisés. C'est pas du tout ce qu'il dit dans le passage. Puis après, agricultural countries have no real need for advanced technology. Là, on ne parle pas du tout de advanced technology, si on a besoin ou pas de cette technologie. Puis après la D, economically powerful countries refuse to allow other nations to process. Là, on ne parle pas du tout de ça dans le passage. Rien à voir. Il ne parle pas de la relation entre economically powerful countries et les autres pays. Donc c'est pas du tout ça. Puis après, on va lire la E. Countries that primarily export specialty items that are produced nowhere else have an advantage over countries that primarily export undifferentiated commodities. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il est en train de dire. C'est que si vous exportez des undifferentiated commodities, vous n'aurez pas un avantage parce que ces produits-là sont exportés de beaucoup de pays. Donc, ce n'est pas très bien pour l'économie. Par contre, si on produit quelque chose qui n'est pas produit ailleurs, c'est là où on a un avantage économique. Donc, c'est bien ça ce qu'il est en train de dire dans le passage. Donc, c'est la réponse E. Donc là, on va voir un exemple sur la partie Reading Comprehension. Ok, donc on a un texte, il faut lire ce texte-là, et puis après, on a des questions sur ce texte-là. Donc, je vous laisse mettre pause et prendre le temps de bien lire et bien comprendre ce texte-là. Et ensuite, on va faire une question ensemble, d'accord? Donc là, voilà. Donc là, on a cette question-là. The primary purpose of the passage is to... Donc, c'est quoi le but de ce passage? Donc, j'espère que vous avez bien lu ce texte. On va voir ensemble. Donc là, la A, identify ways in which the GDP could be modified. Donc là, il n'a pas discuté de combien de méthodes et des méthodes qu'on a pour modifier le GDP pour que ça devienne plus accurate. Donc c'est clairement pas la A. La B, suggests that the GDP, in spite of certain shortcomings, is still the most reliable indicator. Là, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas dit qui est the most reliable
indicator et c'est pas le but de ce passage. La C, c'est examine crucial shortcomings of the GDP as an indicator of the economic well-being of the United States. Ça c'est bien parce que là il nous dit voilà, il parle qu'il y a des des problèmes dans la mesure du GDP. Donc il parle des shortcomings de cet indicateur dans le texte sur le well-being of the United States, economic well-being of the United States. Donc ça me paraît bien. On va examiner le D ou le E pour voir s'il y a mieux. Argue that the growth of the United States economy in recent decades has diminished the effectiveness of the GDP as an... Non, c'est pas du tout ça. Il parle pas de l'effet de du growth of the United States economy sur le GDP, c'est pas du tout ça. C'est pas la D et puis après la E. Discuss how the GDP came to be used as the primary. Donc c'est pas ça du tout. Donc là, il ne raconte pas pourquoi le GDP il est utilisé pour... Voilà, donc c'est pas du tout ça, quoi. Donc c'est clairement la réponse C. Donc là, on va voir un exemple de la partie Integrated Reasoning. Donc on va résoudre ensemble la question. The graph shows the number of visits and the number of page views a certain website received each month last year. The median number of monthly page views was closest to. Ok, donc là, page views, si on regarde ici, c'est le truc bleu là. Donc il faut regarder les bleus là. Et il veut savoir le nombre médian. Closest, was closest to, donc à peu près, approximately. D'accord, donc le nombre médian des page views. Ok, donc on a 12 mois. Donc il faut qu'on choisisse la valeur parmi les 4 valeurs ici, pour laquelle on a 6 mois en dessous de cette valeur et 6 mois au-dessus de cette valeur. Par exemple, si je prends 50 000 ici, on voit que dans tous les mois, les page views en bleu sont supérieurs à 50 000. Donc c'est clairement pas le médian, quoi. Et 300 000, il y a juste un seul mois qui est au-dessus de 300 000. Donc c'est clairement pas la D. Il faut que 6 mois soient supérieurs et 6 mois soient inférieurs. Donc on va voir 100 000. Ici on est 100 000. Voilà, tous les mois sont supérieurs à 100 000. Donc c'est clairement pas le cas. Donc ça reste 200 000. Donc ça devrait être la réponse. Mais vérifions un peu. Donc 200 000 là. Voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois en dessous. Et puis après, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois au-dessus de cette valeur-là. Donc, c'est clairement ça la réponse. C'est la réponse C. Et voilà, là, c'est une question AWA, Analytical Writing Assessment. Donc, vous avez, voilà, une question. Et il faut prendre le temps de rédiger un texte pour répondre à cette question. Donc on ne va pas s'amuser à le faire, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Si vous voulez, mettez pause et essayez de le faire. Voilà. Donc maintenant, on va comprendre le score du GMAT. Alors, pour la partie quant du GMAT, les scores se situent entre 6 et 51. Pareil pour la partie verbale, le score le plus bas est 6 et le plus haut est 51. Et ces deux scores sont utilisés pour calculer un score global GMAT situé entre 200 et 800. Par exemple, si vous obtenez 49 sur la partie quant et 30 sur la partie verbale, votre score GMAT va probablement être 650 ou 660. Il n'y a pas de formule directe qui nous aide à calculer le score sur 800 à partir des scores du quant et du verbal. La partie IR, Integrated Reasoning, est notée à part. Les scores sont entre 1 et 8. La partie AWA, Analytical Writing Assessment, est également notée à part et les scores sont entre 0 et 6. Donc, ce qui est important à comprendre est que seulement les scores des parties quantitatives et verbales sont pris en compte dans le calcul du fameux score sur 800 et les parties IR et AWA sont notées à part. La plupart des écoles négligent souvent les scores du IR et AWA, mais quand même, il ne faut pas avoir 0. Pour mieux comprendre les scores, j'aimerais bien vous donner quelques statistiques.
Le score médian sur la partie Quant en 2020 est de 45. Donc au moins 50% des candidats n'ont pas pu obtenir une note supérieure à 45 sur la partie Quant. Le score médian sur la partie verbale en 2020 est de 28. Il est très rare qu'une personne dépasse les 44 points sur la partie verbale du GMAT, mais très fréquent sur la partie Quant. Le score moyen au GMAT en 2020 est de 574,51 et le score médian est de 600. Ça veut dire qu'au moins 50% des candidats n'ont pas pu dépasser les 600 points au GMAT en 2020. 13% des candidats ont obtenu une note supérieure ou égale à 700 et 1% des candidats ont dépassé les 760 points. Alors, combien de temps il faut pour préparer le GMAT? Alors, j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Mais pour faire court, la durée de préparation nécessaire pour le GMAT dépend de plusieurs facteurs, tels que le niveau initial en maths et en anglais de l'étudiant et le score visé. En général, il faut consacrer entre 100 et 300 heures de travail au GMAT, que ce soit personnel ou en cours particulier. En moyenne, nos étudiants prennent entre 2 et 4 mois pour préparer le GMAT et obtenir un bon score. On va parler maintenant des erreurs que la plupart des gens font en préparant le GMAT. La première erreur est de travailler uniquement avec les livres classiques du GMAT. Ces livres contiennent les anciennes questions GMAT, ce qui est bien, mais elles ne sont pas du tout suffisantes. Ces livres contiennent des milliers de questions mélangées ensemble de tous les chapitres, de tout niveau de difficulté. Donc il n'y a pas vraiment une structure claire et en plus il n'y a pas de stratégie et de méthode qui vous apprennent comment résoudre les questions facilement et rapidement. C'est pour ça, à réussir le GMAT, on a créé notre propre système qui contient des stratégies qu'on ne vous montre jamais ailleurs et qui vous aident à résoudre les problèmes complexes facilement et rapidement. Et c'est grâce à ces stratégies, nos élèves ont obtenu d'excellents résultats. Vous pouvez trouver des vidéos, interviews et témoignages sur notre chaîne YouTube. Et pour savoir plus sur notre système, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez avoir une formation complète d'1 heure sur comment vraiment réussir le GMAT. La deuxième erreur que les gens font est de faire des cours en groupe. Dans un cours en groupe, souvent on est entre 5 et 10 élèves ensemble, de différents niveaux et différents backgrounds. C'est très difficile donc que le cours réponde aux besoins de tous les élèves. Il y a des fois où le prof va expliquer un concept que vous maîtrisez parfaitement, donc ça sera une perte de temps pour vous. En plus, ça va être difficile de poser toutes vos questions par crainte que ça va déranger les autres élèves. Ajoutons à ça que les cours en groupe sont enseignés selon un calendrier prédéterminé, donc aucune flexibilité. Vous pouvez facilement rater quelques cours à cause de ça. Donc, comment préparer le GMAT de la manière la plus efficace possible? Il faut absolument maîtriser des stratégies efficaces qui vous aident à répondre correctement mais aussi le plus rapidement possible. Les sujets à maîtriser sont nombreux et si vous n'avez pas des stratégies claires en tête, ça va être difficile de réussir. C'est pourquoi il est important d'avoir des cours particuliers avec des professeurs experts du GMAT qui ont de l'expérience, une connaissance approfondie du contenu et ont obtenu de bons scores sur les parties qu'ils enseignent. Alors, pour aller plus loin et pour savoir plus sur nos formations GMAT, je vous invite à me contacter par WhatsApp et réserver une séance gratuite avec moi. Vous trouvez mon numéro dans la description de cette vidéo. Dans cette séance, on va faire quelques questions ensemble pour évaluer rapidement votre niveau. Je vais également vous expliquer notre système et comment ça marche. Ensuite, je vous donnerai un plan d'action concret de A à Z pour votre préparation GMAT. Je vous dirai combien d'heures de cours particuliers vous aurez besoin pour atteindre votre objectif, combien de semaines il vous faut et combien d'heures de travail personnel il faut mettre. Donc, n'hésitez pas à me contacter par WhatsApp pour vérifier votre éligibilité à une séance gratuite. Au revoir et à bientôt pour une autre vidéo.